Bonjour à toutes et à tous. C'est Gabriel Amzalaï. Et Joséphine Tapiro, on est les créateurs du média et du collectif Midrash. Vous écoutez le Midrash Podcast, produit par Ténoa, un média de pensée juive. Gabriel et moi, on est des créatifs, des artistes, et on a vécu un avant-après cet octobre. Malheureusement, on sait qu'on n'est pas les seuls, et c'est pour ça qu'on a voulu donner la parole à des artistes juifs. Parce que depuis toujours, les artistes juifs ont su transformer la difficulté en quelque chose de fort à travers la créativité. Et les artistes qu'on reçoit s'expriment à travers le cinéma, la musique, la photo ou la food pour raconter un morceau de leur histoire. Et à travers leur singularité, ils participent à réparer le monde. Que vous soyez juif ou non, on espère que ce podcast vous apprendra plein de choses et vous encouragera à raconter des histoires. Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui n'en fait qu'à sa tête, une véritable force de la nature, un titan, celle qu'on surnomme MC Lokoum, mais que vous connaissez peut-être sous son nom Sophie Bramley, photographe emblématique. Elle a immortalisé les débuts du rap à New York, contribué à ramener le hip-hop en France en créant la première émission hip-hop au monde, créé le service digital chez Universal et même été l'une des pionnières du porno féministe en France. Elle s'est toujours intéressée aux marges avant que ça devienne des phénomènes de société. Chez Midrash, notre objectif, c'est de présenter des profils inspirants, parfois des figures connues, parfois des talents de l'ombre. Si un jour on vous parle de légitimité insuffisante, alors réécoutez cet épisode. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui fait, qui ose et qui trace sa route. Sophie Bramley, bienvenue. Waouh, merci. Je vous ai fait une intro un peu à la WWE dans le ring, tu vois. Ouais, ça y est. Bienvenue Sophie, on est hyper heureux de te recevoir chez Midrash. Merci. Donc on est tous les deux très inspirés par ton parcours dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par te parler de ton enfance, de tes débuts, tout simplement. Comment c'était quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Est-ce que tu avais déjà un rapport à l'image? Est-ce que tu savais déjà que tu allais t'orienter vers ce genre de métier quand tu étais enfant? Bonne question, j'en sais rien. Ah si, ce que j'écoutais, ça je sais, j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Ouais. Donc, pour deux raisons. D'abord, avant de déjeuner, je ne sais pas pourquoi on avait un petit rituel. Il mettait ses disques et il m'apprenait des danses de l'époque. Et donc, c'était rigolo. Et c'était... je pense qu'il écoutait beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'était tout ce qui était noir. James Brown, Al Green, Curtis Mayfield, Earth, Wind and Fire, tous ces groupes-là. Et par ailleurs, il trouvait très pratique de draguer avec moi en faisant croire qu'il était déjà papa. Et les filles venaient et disaient « Oh, Ah ouais. Et donc, j'allais au Flore, j'allais à la Coupole, j'allais dans tous les endroits du moment avec Les lui. clubs, Et du coup, forcément, non mais ça donne envie. Ouais. Vous avez un gros écart d'âge, du coup? Ouais, 10 ans. Ouais, Ah, quand même, quand même. ouais. 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 Bah, 10 ans, quand t'es petite, ça fait grand Ouais, écart. c'est pas mal. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, il m'a emmené voir Earth, Wind and Fire. Je pense pas que j'avais 10 ans, non, parce qu'il est parti, donc je devais avoir peut-être 8-9 ans. Ah ouais, donc tu as fréquenté pas mal de salles de concert très très jeune. Ouais, il était copain avec des promoteurs, donc en plus, on était dans la loge des invités. Je suis partie sur un pied très luxueux, mais j'avais pas envie que ça s'arrête, donc visiblement. Ça t'a donné le goût Ça très t'a tôt, bien quoi. inspiré, ouais. Ouais. Lui, il a fait une carrière dans la musique, ton frère? Non, pas du tout, mais il écoute toujours beaucoup de musique et avec des choix très éclectiques. Et à l'époque, il comptait pas devenir peintre, mais il refaisait comme on faisait du temps de Léonard de Vinci, en faisant fondre la cire, les enduits, les machins, les bidules. Donc tout ça était quand même dans la maison. Ah, marrant. Il est très artistique, ouais. 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 C'est fou quand même, on en parlait un peu tout à l'heure, mais l'impact qu'ont les grands frères ou les grandes sœurs sur nos goûts musicaux. Je pense à toi, Gabriel, je sais que tu as un grand frère qui t'a hyper inspiré là-dessus. Je suis assez ravi de parler de mon grand frère dans ce podcast parce que c'est lui qui m'a fait découvrir tout le hip-hop. Et le premier Respect. groupe qui m'a fait découvrir, c'est Tribe Called Quest, qui est un groupe que tu as côtoyé, du coup. Bah, bien sûr. Et c'est vrai que c'est important, la transmission, de faire écouter du bon son aux gens qu'on aime, quoi. Du coup, tu te retrouves à New York dans les débuts du hip-hop, dans les années 80. Moi, en général, quand on me demande s'il y a une époque, si je pouvais revenir dans le temps, s'il y a une époque que j'aimerais visiter, je dis toujours celle-là. Pour nous, tu as vécu un des plus grands rêves possibles. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu découvres ça, les débuts?
Alors moi, c'était pas le plus grand rêve possible parce que mon frère avait habité à New York avant moi Mmh. et donc visiblement les années 70 c'était encore mieux. Mmh. Mais enfin, en tout cas, on croit toujours qu'avant c'était Ouais, mieux. Donc tu m'étonnes. j'avais pas l'impression de vivre un moment unique. J'avais l'impression que T'étais passé après un c'était, truc. je suis passée après un Ah, truc. c'est marrant. Ouais. Et oui, parce qu'en plus lui c'était glamour, tu vois, c'était Disco. non, lui, il était plutôt, il traînait avec les B-52, non pas les B-52s, pardon, avec les New York Dolls, avec Lou Reed, avec À cette... Louride, ok. C'est un peu mythique tout ça, tu vois. Ouais. Alice Cooper, enfin des gens... Moi, c'était des mecs dans le Bronx dont personne ne voulait entendre parler, donc c'était pas vraiment glamour du tout, du tout. Et c'était quoi la première fois quand t'es arrivé à New York, le premier truc que t'as entendu qui était hip-hop? T'as un souvenir de ça ou pas? Non, parce qu'en fait, j'ai compris assez tard l'histoire. En fait, comme tout le monde, enfin comme tout le monde de ma génération, j'avais entendu Sugar Hill Gang. Ouais. C'était hyper disco à l'oreille, donc je n'ai pas percuté que parce qu'il rappait au lieu de chanter, ça faisait une grande différence. Grand Master Flash, bah, c'est surtout les lyrics où je me suis dit The bon, Message. ouais, pardon, bien sûr. Mais c'était de la musique, mais je n'ai pas senti une chose complète. Et en fait, c'est seulement quand j'ai vu des danseurs à une fête, où d'abord, j'ai pas compris ce qu'ils arrivaient à faire avec leur corps. J'avais jamais vu. Ben non, mais Ouais. c'était la première fois que je voyais des gens qui dansaient sur le genou, sur le coude, sur la tête. Je ne savais pas que le corps humain pouvait faire ça. Et en fait, je suis rentrée dans le hip-hop par cette porte-là. C'est vraiment eux qui m'ont interloquée. Et puis après, en tirant le fil, j'ai découvert tout le reste et c'est surtout la musique qui m'a retenue. Mais c'est vraiment la danse qui m'a permis de comprendre. C'est vrai qu'il faut rappeler aux gens que originellement, le vrai truc, la vraie attraction, c'était la danse. Et c'est pour ça que les DJ ont commencé à scratcher. Puis après, il y a eu les MC qui ont commencé à ambiancer les gens. Je sais pas si C'est je pas dirais encore ça ça? comme ça. Non, je pense que c'était les DJ. C'était les DJ les héros? Bah, en fait, ça a commencé dans les années 70, que je n'ai donc pas connu, Ouais. Ouais. par des block parties. Mais les block parties, c'est quoi? C'est des mecs qui ont un peu de matos à la maison, qui descendent et il y a un petit square, il y a une petite place, il y a un petit machin, on met du gros son dehors, tout le monde vient. Ça a commencé hyper progressivement. Il y a eu eux, puis après, petit à petit, il y a eu 2, 3 mecs qui ont dit, bon, la semaine prochaine, on se retrouve là. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve là d'une manière un petit peu plus développée. Et puis, c'est devenu du rap. Et puis, la danse, si on la regarde bien, en fait, si vous regardez les images du concert d'anniversaire du label Stax, Ouais. il y a déjà des gens qui dansent des trucs absolument dingues. Et on est dans les années 70. Stax qui est pas du tout un label hip-hop. Pas du tout hip-hop. Ok. Mais voilà, il y a aussi des influences de capoeira, de kung-fu, de machin. Grave. Mais moi, c'est mon moment, il est arrivé là. Mais les choses, elles se font jamais du jour au lendemain. Donc, Bien c'était sûr. des tas de petites choses qui se développaient indépendamment les unes les autres et qui ont été regroupées assez tard sous le label hip-hop. L'idée que ça soit du hip-hop, je crois que c'est 80, 82. Donc, c'est déjà largement après les 2 premiers disques, enfin les quelques premiers disques, parce qu'il y en a eu d'autres entre Sugar Hill et Flash. Est-ce que toi, tu y allais avec ton appareil photo? Tu avais une formation de photographe à la base. Et en fait, du coup, t'allais dans les nightclubs, t'allais chez eux, parce que tu racontes souvent que c'est des gens qui faisaient du rap dans leur chambre ou chez leur mère. T'es assez intéressé par l'intimité et le fait que ce soit quelque chose d'un peu d'embryonnaire au début. Comment c'est ce travail photographique pour toi à l'époque? Moi, j'ai toujours été intéressée parce que les gens ne veulent pas dire et ne veulent pas montrer. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime, c'est vraiment le moment où je me réveille le mieux. J'adore ça. J'aime bien essayer de comprendre tout ce que les gens, pourquoi ils cachent, qu'est-ce qu'ils veulent pas montrer. Voilà, tout ça, ça m'a toujours intriguée. Et puis chez eux, bah, en fait, on était copains. Donc, j'allais chez les uns, chez les autres, mais ils étaient jeunes. Donc, souvent, j'allais chez eux, chez leur maman, chez leur papa. Et puis parce que je viens
d'Europe et que j'ai une culture très différente de la leur, il y a des choses qui m'interpellaient plus que d'autres photographes américains qui étaient Qui là. était anodine en fait pour eux, mais pour toi c'était quelque chose de spécial. Ouais, bah, je venais pas du même milieu social. Enfin, je sais pas, tout était différent. Et si tu veux, je pense que aussi intrinsèquement, la culture américaine, c'est la culture de la vie qui brille. Il faut, c'est intrinsèque à leur culture de se montrer sous son meilleur jour, d'avoir toujours la pêche, d'être toujours machin, gna gna. Donc, un photographe, logiquement, il va photographier la personne au moment où elle est le plus glamour possible. Ouais. Bon. Alors que moi, moi, ce qui me faisait le plus marrer, c'était de voir un bonhomme sur scène avec déjà des trucs qu'il avait récupérés chez sa mère, chez moi, chez sa sœur, chez son machin, et puis des briques et des brocs dans tous les sens. Et puis Ouais. après, il rentre chez sa mère et elle l'engueule parce qu'il n'a pas vidé la machine. Donc moi, pour ça, je connaissais pas une vie de star montante qui pouvait avoir cette espèce de revers de médaille qui a rien à voir et qui était trop délicieux pour s'en priver. T'as dû te retrouver dans des histoires de fous quand même. T'étais dans le Bronx, à Harlem. Toi, t'étais une petite Française qui venait pas de ce monde. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Il y a plein d'histoires où je me suis... j'en mais doute en pas. fait, pas tant que ça. Non, le truc Ok. qui m'a le plus surpris au tout début, quand j'ai commencé à rentrer dans cette bande, c'est un jour, je sais plus lequel d'entre eux m'a demandé d'où je venais. Je dis, bah, de Paris. Et il me dit, non, mais avant. Et où tu es né? J'ai dit, Tunisie. Ah, c'est où la Tunisie? C'est en Afrique du Nord. Ah, en Afrique? Alors, tu es africaine? Et en fait, à l'époque, j'ai rigolé en me disant, non, mais c'est quoi cette histoire? Non, je ne peux pas être noire. Afrique du Nord, c'est autre chose. Et en fait, longtemps après, j'ai compris, aux États-Unis, c'est très curieux. Quand on n'est pas blanc, on est noir. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Ouais. J'avais une copine, par exemple, qui était dans la bande de Prince, qui était la peau blanchissime, des longs cheveux blonds bouclés, mais très blonds. Et je ne m'étais pas posé la question. Pour moi, elle était blanche. Et ben, en fait, non, elle était noire parce qu'elle était mélangée. Et donc, le simple fait d'avoir des lèvres charnues, des cheveux bouclés et un petit nez un peu rond prouvait qu'elle était noire. C'est des trucs qu'on peut... Enfin, moi, je ne peux pas comprendre. Mais cette Amérique était extraordinairement raciste. Je crains, hélas, que peu de choses aient changé depuis. Ouais. Et donc, voilà, déjà qu'on m'explique que j'étais noire, c'était un petit choc amusant. Dans les moments bizarres... Non, j'ai eu 2 fois. J'ai eu une fois où j'étais à une soirée de Bambata au Bronx River Center, qui était un espèce de gymnase qui squattait de temps en temps pour faire Ouais. des fêtes. Et puis, il y a eu un coup de feu. Et comme forcément dans une salle fermée, on entend un coup de feu, on ne sait pas d'où ça vient, il y a des mouvements de panique. Et il a immédiatement mis un disque de James Brown, je ne sais plus lequel, mais un truc genre super évident, genre Sex Machine. Ouais. Et tout le monde a oublié la curiosité ou la peur ou tout ce que la foule aurait pu ressentir a été évacué par la force du seul James Brown. Ça, c'était bien. C'est fort. C'est histoire de fou ça. Ah ouais. Et puis, il y a eu une autre fois où j'étais chez un copain dans le Bronx et il y avait 2 de ses amis qui étaient là et ils ont commencé à sortir leurs armes à feu et à comparer ce qu'ils avaient. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis arrivée par où je suis passée de la Tunisie pour arriver à cette chambre dans le Bronx où ils sont Où les en mecs train comparent leurs d'échanger, guns. Ouais. Donc ça, c'était... Mais ça a duré quelques secondes, parce qu'en fait, je savais très bien que c'était pas parce qu'ils regardaient leur gun qu'il allait m'arriver un truc. Donc, mais j'ai eu un petit truc de... Il y avait un vrai c'est contraste en tout bizarre. cas. Ouais. Ouais. Afrika Bambaataa, qu'il faudrait rappeler, qui est le rappeur, un des plus gros précurseurs avec son son Planet Rock, et qui était un des premiers rappeurs de tous les temps en fait. Ah, mais il n'était pas très rappeur, il était surtout un grand DJ. Ouais. Et avec une particularité, c'est-à-dire dans les premiers disques de rap qui venaient tous d'un même label qui s'appelle Sugar Hill, Mm. euh,
ils travaillaient surtout avec des gens qui allaient. C'est marrant, ça c'est divisé en boîtes de nuit. Il y avait dans le Bronx une boîte qui s'appelait le Disco Fever. Ouais. Et tous les Flash, Ah, ça Treacherous 3, il y avait plein de gens du label qui traînaient dans cette boîte-là. Et c'était un son hyper disco. Ok. Et Ouais. Bambaataa, il a très vite compris, comme Fava Freddy, comme quelques-uns, que pour que ça perce, il fallait pénétrer le monde des Blancs, si je puis dire. Ouais. Et surtout des punks, parce que les punks, ils avaient bien compris, il y avait un espèce d'écho entre C'était deux deux, contre-cultures, ouais. deux Ouais. contre-cultures désespérées. Et donc, et lui, il avait une collection de disques. Il y a peu de gens au monde qui ont autant de disques que Bambaataa. Et donc, il prenait tout et n'importe quoi. Un obscur chanteur de variété belge ou un groupe de hard rock américain ou n'importe quoi. Et à sa sauce, ça donnait un truc hyper funky. Mais c'était... Enfin, la force de Planet Rock, elle est là. C'est samplé Kraftwerk, groupe allemand. Et c'était improbable dans l'histoire du hip-hop. C'était tôt, mais c'était improbable. Ouais. Et donc, ouais, lui, c'est vraiment une force musicale incroyable. Incroyable. À la base, on avait une question sur, l'époque MTV, etc. On va revenir dessus, mais comme tu as abordé de toi-même ton rapport au fait on disait que tu étais africaine parce que tu étais noire, nous, on s'est intéressé au fait du coup que tu sois née en Tunisie. Gabriel, il a une grosse question sur ça, sur ton rapport à l'identité et à la Tunisie, mais avant, j'avais juste une petite question. Du coup, à quel âge tu as quitté la Tunisie et comment tu t'identifies à ce pays Ben, j'en ai absolument aucun souvenir. Je suis partie, j'avais 2 ans, donc et je crois que mes parents n'y sont jamais retournés, donc c'était vraiment, comme beaucoup de juifs, hein, ils ont dû fuir de manière assez rapide et ils ont eu envie d'effacer tout leur passé pour s'intégrer le mieux possible en France. Donc, il n'y avait aucune trace de rien chez nous. Il n'y avait pas de couscous, il n'y avait pas Ah ouais, de, même pas la nourriture, quoi. il y avait pas de fête juive, il n'y avait rien. Mais il y avait ma grand-mère maternelle qui, elle, n'avait qu'une seule passion dans la vie, c'était la bouffe. Ok. Et donc, quand on allait chez elle, ce qui n'était pas souvent, il y avait ce lien culinaire très fort. Et forcément, comme c'était entre guillemets interdit, même sans être dit, c'était évidemment une nourriture à laquelle j'étais hypersensible. J'étais sensible aux odeurs. Je sais pas, j'ai toujours été ma boule de la fleur d'oranger alors que chez nous, il n'y en avait pas. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Tu ne sais pas, mais tu sais quand même. Et donc, ouais, la Tunisie, je l'ai découverte pour la première fois. J'avais déjà 20 ans, je pense. Ah oui, donc tardivement ouais. quand même. Ouais. Ouais. Tu n'y connaissais que la Pkaila, quoi. Même pas. Même pas la Pkaila. Même pas, ouais. Non. Tes parents n'en parlaient pas chez toi Mais ils voulaient tout effacer. oublier. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Bah ouais. Ouais. C'est marrant parce que sur Midrash, nous, on a beaucoup constaté que parfois on parle de vieux chanteurs des années 50, 60 et c'est marrant parce que ça peut paraître très moderne paradoxalement de le faire parce que justement on a l'impression que ça a un peu sauté une génération finalement. Vu qu'il n'y a pas eu forcément cette transmission de... Ouais, mais en fait, c'est pas parce que une génération décide de ne pas transmettre que ce n'est pas transmis malgré tout. Non, c'est vrai, bah, c'est totalement vrai. Donc voilà, j'ai quand même hérité de quelque chose, mais malgré mes parents, ça c'est sûr. Ouais. La question du coup sur la Tunisie et, et sur l'identité en général, c'était que quand moi je grandissais dans le Nord, être juif c'était vraiment pas cool du tout. Un des trucs qui me rendait fier d'être juif, c'était d'être approuvé par les gens qui étaient considérés comme les plus cool, c'est-à-dire les Noirs afro-américains. Et Joséphine, je pense, avait aussi un grand amour de la culture afro-américaine. Tous les deux, on a grandi dans l'admiration l'amitié qu'il y avait entre les Juifs et les Afro-Américains de cette époque-là. Est-ce que tu penses que ton vécu en tant que Juif t'a permis de mieux comprendre leur vécu à eux? Oui, forcément. Après eux, je sais pas si eux le vivent forcément de la même manière. Alors d'abord, Bien sûr. Ouais. très sincèrement,
le judaïsme, j'avais quand même compris que c'était un truc qu'il fallait planquer. Donc, Ok. ça n'existait pas. J'avais quelques amis juifs, mais on n'en parlait pas. Et c'est plus le côté... j'ai gardé l'idée, comme beaucoup d'entre nous, qu'il faut toujours avoir sa valise prête. Et du coup, c'est plutôt dans ce sens-là. Comme eux, les Noirs américains avaient le sentiment d'une exode permanente, fausse, complètement fausse, mais ils étaient vraiment très persuadés qu'ils étaient en ligne directe avec l'Afrique, alors que ça faisait quand même des générations et des Ouais. Ouais, générations. plusieurs siècles, ouais. Ouais, donc c'est pas vraiment le cas. Mais enfin, il y a ce côté exilé qui est certainement un lien, quelle que soit la forme qu'il prend chez les uns et chez les autres. Après, c'est pas toujours rose-rose. De temps en temps, les Noirs pensent que les Juifs sont des Blancs. Et du coup, il y a un espèce de ressenti un peu compliqué, mais franchement, je ne sais pas si aucun d'entre eux a jamais su que j'étais juive. Mais justement, toi, C'était pas un sujet. t'étais Mais à- c'est fou. Mais non, mais j'appartiens aussi à une génération complètement qui a vécu des utopies incroyables. Ouais. On est né entre, enfin en tout cas, on a vécu des périodes bénies qui allaient de l'invention de la pilule à l'arrivée du SIDA, et c'était en plus une économie florissante, machin. Quand il y a de l'argent, personne, et qu'il y a du travail et qu'il y a tout ce qu'il faut pour vivre, il n'y a pas la haine et l'animosité qu'il y a aujourd'hui. Donc, moi, j'appartiens à la génération Black Blanc Beurre. Et aujourd'hui, quand j'entends des discours sur la religion, les races, etc., j'ai vraiment du mal parce que, pour donner un exemple vraiment con, Ouais. à New York, j'avais un copain DJ qui s'appelait Africa Islam. Il Qui y a a des magnifiques aucun- photos de lui. Ouais. 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 Il n'y a aucun jour de ma vie américaine où je me suis dit, tiens, il est peut-être musulman. Africa Islam. Pourtant, le message est assez clair. Africa Islam, vous êtes musulman? Mais juste parce que c'était un non-sujet. Ouais, c'était pas. On avait tous des noms c'est génial. débiles. Ouais. Chacun. MC MC Loukoum Loukoum. pour toi? Africa Loco. Africa Loco. Africa Loukoum, excuse-nous. Je vous en prie. Donc, voilà, c'était un nom comme un autre, quoi. Je ne me suis pas dit, il a pris ça pour honorer ses racines, sa religion, son machin. Mais jamais je me suis posé cette question il y a moins de 10 ans en me disant, ah, mais au fait, il s'appelle l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est fou. Ouais. C'est dingue. Mais justement, toi, tu étais proche avec quelqu'un qui était très identitaire, qui est Afrika Bambaataa, qui lui-même était assez proche de Farrakhan. Alors, je ne sais pas. Allez, moi, j'ai jamais rien vu entre Bambaataa et Farrakhan. Pour moi, Farrakhan, c'est arrivé avec Public Enemy. Ouais. Est-ce que tu veux juste peut-être préciser pour ceux qui nous écoutent qui sont, enfin surtout qui est Farrakhan, si on commence à aborder le sujet. Ouais, bah, après, on va parler de trucs fun premier, Sophie. Ouais, Mais, là, on est Tout va rentré dans bien, les. tout va bien. et ça, on a un peu. Vas-y, je bois à ta santé. Grosse dédicace à Farrakhan sur cette émission. Oula. Non. C'est absolument une blague. Non, c'est Bah, Farrakhan, en gros, c'est une des personnes qui a amené ce qu'on appelle le mouvement Nation of Islam, qui est un mouvement suprémaciste noir américain, qui est une des raisons pour laquelle il y a eu autant de distanciation entre les Noirs et les Juifs, qui a commencé à amener des notions que les Juifs, en fait, n'étaient pas du tout les amis des Noirs, c'était des gens qui les utilisaient pour leur bien, que ce soit dans la musique ou qui leur faisaient dans l'immobilier ou ce que tu veux. Mais en tout cas, Tous les plus gros stéréotypes que- antisémites. un peu que dangereux. si les Juifs étaient amis avec les Noirs, c'était purement intéressé Ouais. et qu'il fallait absolument se méfier des Juifs. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal dans les hip-hop aux Juifs. Bah oui, parce que tout le monde était hyper jeune. Lui, il parlait très bien, donc ça impressionne. Un politique qui vient s'intéresser à eux, personne s'intéressait à eux. Bien sûr, ouais. Il a Ouais. quand même eu le Il talent. s'est aussi de battu se pour dire- leurs droits, en fait. C'est pour ça aussi. Ah ouais, En c'est fait, ambigu. c'est comme la religion. On sait très bien que les idées, plutôt on les met dans la tête de Dans le crâne. quelqu'un, plutôt elles s'imprègnent Germe, et elles mm. sont difficiles à À effacer. déloger. Donc ça, il a eu ce talent-là, mais moi, je me souviens pas, peut-être que ça a eu lieu, hein, mais je me Ouais. souviens pas d'avoir vu
Bambaataa, il avait des idées assez larges, en fait. C'est comme ses goûts musicaux, il était très pour que cette culture se développe, mais tout le monde n'était pas noir. Il y avait plein de portos d'abord. Il y avait des blancs, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais c'était pas un ghetto black, le hip-hop. Ouais, Non, ouais, pas du c'était tout. très mixte en fait. Ouais. Ok. Donc t'as jamais été face à Nation of Islam ou le Bah, Black Lights quand tu y avec étais? Public Enemy, mais c'était Ok. déjà plus tard, ouais. 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 Si tu veux raconter un tout petit peu ça Bah, on va sauter beaucoup d'épisodes parce qu'on va arriver chez MTV. Ouais. Donc, je sais pas, on peut en parler plus tard. Revenons vers MTV alors. On revient vers MTV. Mais avant MTV, il y a eu HIP Ah bon, HOP. mais là, ouais. C'est ça. On va faire un gros bond en On arrière va du faire un coup. gros bond en arrière. Donc, tu crées HIP HOP. Ah non, je crée pas. Enfin, tu Ah non, crées pas. non, non. Tu contribues. Tu contribues à Je la création d'HIP HOP Ouais, avec du coup Bernard Zécry. non plus. Non plus. Non. Non. En fait, Marie-France Brière, qui à l'époque dirigeait une radio d'État qui n'existe plus, qui s'appelait Radio 7, qui était l'espèce de Nova de l'époque, Ok. Ah oui, c'est ça, Radio 7. avait été dans une boîte de nuit écouter un DJ dont elle avait entendu parler. Enfin, c'était une boîte où il y avait que des noirs. Et c'est une toute petite blonde comme ça. Et elle s'est dit, je vais quand même y aller. Elle trouve ce type. Elle lui dit, je te donne une émission de radio. Enfin, lui, il était musicien et DJ. Et bon, il se retrouve à faire cette émission de radio à Radio 7. Et puis, à un moment donné, elle est promue à TF1, Ouais. qui était une télévision d'État à l'époque. Et elle est en charge de variété et divertissement, comme on disait à D'accord. l'époque. Et elle propose à ce jeune homme, qui s'appelait donc Sydney, Ah ok. Ouais. de la suivre et de faire une émission de télé. Et Sydney, il a un peu paniqué, parce que faire une émission de radio, déjà, c'était fantastique, mais la télé, ça lui paraissait compliqué. Donc, il a appelé les gens qui connaissaient du hip-hop pour l'aider, à commencer par Laurence Toutou, qui était sur place. Moi, j'étais en aller-retour, puis il était proche d'elle. Donc, Laurence a produit l'émission. Moi, j'avais un titre un peu fantasque de directrice artistique. En fait, j'ai fait le logo et je ne sais pas très bien ce que j'ai fait d'autre. Mais voilà, sur des petits trucs. En tout cas, j'étais là. Tu faisais rien d'éditorial sur HIP HOP? Je crois pas. Enfin, Ok. j'ai pas beaucoup de mémoire, mais enfin, j'avais un rôle honorifique, familial, plein de choses, mais je ne me souviens pas de m'être tué à la tâche sur le plateau de HIP HOP. D'accord, non, ok. ça non. Mais du coup, après ça, qu'est-ce qui fait que après on veuille t'engager pour travailler sur Yo MTV Raps? Ça s'est fait en plusieurs temps. En fait, l'émission d'HIP HOP a eu beaucoup de succès, mais au bout de quelques mois, elle est partie comme elle était venue. Et de là, j'ai des copains qui faisaient Sex Machine, aux enfants du rock, sur Antenne 2. C'était une émission présentée par Philippe Manœuvre et Wow. Jean-Pierre Dionnet. Donc Manœuvre, avec qui j'étais copine, m'a dit, mais viens chez nous. Apparemment, j'ai amené un petit peu de rap là-bas. D'après Jean-Pierre Dionnet, j'ai amené Randy MC et j'ai amené un petit peu de mes salades. Mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup de mémoire, donc je ne me souviens pas de tout ça. D'accord. De là, il y a une chaîne musicale qui s'est montée, qui s'appelait TV6, qui elle-même n'a pas fait long feu parce que Jacques Chirac est devenu Premier ministre. Il avait des gens à remercier, donc il nous a remerciés, nous. Super. Et c'était incroyable parce que l'antenne s'est arrêtée un 28 février à minuit. Évidemment, on est restés tous ensemble jusqu'à la dernière minute. Et quelqu'un m'a ramené en voiture chez moi en me disant, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? J'ai dit non, j'en ai pas la moindre idée. Je suis rentrée chez moi et à l'époque, nous avions des répondeurs à la maison. J'ai appuyé sur écouter. Et là, il y avait un message de MTV aux États-Unis qui me disait, bon, ben, on va lancer MTV en Europe. On aimerait beaucoup que vous veniez à Londres avec nous. Et eux me le demandaient comme une faveur. Et moi, je me disais, mais c'est quoi cette chance absolument de dingue? Parce qu'il faut expliquer que du coup, toi, tu as travaillé sur Yo MTV Raps, qui est peut-être l'émission la plus iconique hip-hop de MTV.
mais ça n'existait même pas aux States à l'époque. Non. Donc, en fait, je suis arrivée pas pour faire ça. Je suis arrivée, j'avais des multiples casquettes. J'écrivais tous les textes des présentateurs. Ouais. Je produisais 5 émissions par semaine. J'étais dans l'équipe des gens qui choisissaient la programmation des clips. Je faisais les concours, gagne la culotte de Madonna, par jet privé avec YouTube ou je sais pas quoi. Ouais. Et dans les 5 émissions, alors il y a 2 versions de voir les choses. Moi, dans mon souvenir, la fille qui était directrice de l'antenne m'a dit, bah, vu ton passé dans le hip-hop, pourquoi tu fais pas une émission? Et je lui ai répondu, parce que vous êtes raciste et que vous passez jamais de musique noire. Et elle dit que c'est le contraire, que c'est moi qui ai proposé, mais bon, je ne sais pas où est la vérité. Enfin Dieu bref, seul en tout le cas, sait. peu importe, ça n'a pas d'importance. J'ai effectivement créé cette émission de toutes pièces. Et comme à l'époque, malgré ce qu'on vient de dire sur Public Enemy et Farrakhan, j'étais en boucle sur un album qui s'appelle Yo Bummers The Show. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah voilà le nom de l'émission, Yo. Yo. Et donc, j'ai poussé pendant 1 an les Américains à faire la même chose. J'étais quand même un petit peu gênée, ça vient de chez eux. Ouais. J'appelais mes copains qui disaient, mais c'est quoi ce truc de malade? C'est pas possible sur MTV, tout ça. C'est dingue. Ils en Il y a- voulaient pas aux États-Unis. Non, ils en voulaient Mais pas. c'était vraiment raciste aussi, quoi. Mais non, mais Michael Jackson et Prince posaient problème. Donc, le rap, c'est dingue. c'est encore... Et donc, ouais, ça a été hyper long. Et finalement, à force de pression, moi d'un côté et 2 types de MTV Amérique qui en rêvaient, ils ont fini par faire un test une nuit, mais vraiment une nuit, au mois d'août. Avec Ils Run ont pas DMC. pris des méga risques. Hein. Ah non, avec Run Run DMC. DMC. Et ils ont eu la plus grosse audience de leur histoire. Ouais. Donc, ils ont été Vache. obligés de changer d'avis. Mais c'était long. Et puis, c'était bizarre parce qu'après, c'était tellement illogique que ça soit passé par moi que l'effort pour m'effacer a été long. Il a duré même longtemps après mon départ pour essayer d'oublier ce passage par C'est l'Europe un pour manque- arriver à faire cette À émission. faire ça aux États-Unis. Un manque de vista juste invraisemblable, en fait, C'est- de leur part. Ouais. Ouais. Ça a duré combien de temps, UMT? Enfin, toi, tu as travaillé combien de temps? Moi, j'ai fait mon émission pendant 4 ans. 4 ans. Et puis un jour, ils m'ont dit oh, bah, c'est quand même con de produire une émission en double, une fois aux États-Unis, une fois une fois à Londres. Bah, on va supprimer la tienne. Bah, merci pour la T'as scellé, reconnaissance. t'as scellé ton propre Au destin, en fait. revoir. quoi. Au revoir, je vais rentrer chez moi. Mais c'est quand même magnifique parce que toi, t'as fait découvrir en avant-première. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en France, il y a eu un amour du rap très tôt aussi. T'as fait découvrir des gens comme Fab Five Freddy, t'as invité des gens comme De La Soul, Ouais. même des gens comme George Clinton dans la funk. Enfin, c'est cool d'avoir ouvert aussi un public à de la musique auquel ils n'étaient pas du tout familiers, en fait. Bah, il y avait quand même eu HIP, HOP qui était passé avant moi. Ouais, Il y bien avait sûr. eu l'émission de radio de Sydney. Ça Il y avait avait duré eu très des peu de temps. tubes. Mais oui, après Sydney, c'est reparti en banlieue. Ouais. Les maisons disques, on pensait que ça marcherait jamais. Je pensais que Enfin, c'était il y a- une mode. Ouais. Ouais, il y a eu un truc de tourner la page. Après, je ne sais pas si moi j'ai eu une quelconque importance là-dedans, parce que déjà, il n'y avait pas des tonnes de gens qui avaient MTV en Europe, en France. On était gros en Scandinavie, en Hollande, en Angleterre. Je sais plus, il y avait pas mal de pays, mais la France, on n'est pas les plus technologiques, on est toujours un peu en retard. C'était nouveau le câble, hein. Ouais. Voilà. Donc, il y avait des endroits, mais je sais pas quel rôle ça a joué ici. Franchement, pas garanti. Et après ça, du coup, tu pars en label? Bah, après, je voulais rentrer en France et du coup, il fallait juste que je trouve un job pour rentrer. Ouais. Mais je me suis dit, bah, je vais rester 6 mois avec eux, puis après, je vais partir faire autre chose. Mais ça a duré 15 ans. Ouais, j'ai été chez Universal d'abord dans un petit label avec Marc Lambroso que tu as rencontré. Ouais, effectivement, c'est vrai. Qui lui avait entre autres Vanessa Paradis dans son label et il m'a dit viens, il faudrait qu'elle fasse un disque en anglais, occupe-toi de lui développer une carrière internationale.
Et à ce Parce que moment-là, tu étais la référente, en fait, À internationale l'inter. pour les gens bah, dans la musique. non, mais oui, c'est-à-dire j'avais un carnet d'adresses Bah, que c'est ça. peu de gens avaient. Donc, effectivement, j'ai appelé Lenny Kravitz. Je lui ai dit, hey, Lenny, est-ce que tu connais cette fille? Il m'a dit, ah, j'ai déjà vu son clip, Incroyable. ça a l'air bien. J'arrive. Du coup, tu as aussi travaillé sur du rap français à l'époque, non? J'ai travaillé avec Assassin, mais comme je connaissais Solo de HIP et que c'est ma famille, donc c'était plutôt hyper joyeux. C'est moins bien entendu avec Mathias, mais ils se sont entre-déchirés et ça n'a pas fait long feu, hélas. Peut-être préciser qui sont Bah, Assassins c'est les pour ceux qui connaissent membres. pas. C'était un des premiers groupes de rap français authentiques. Il y avait eu, je crois que le premier disque, c'était Chagrin d'amour, qui était deux blancs qui avaient sauté sur l'occasion et qui avaient fait un gros tube, mais c'était quand même loin de la culture hip-hop. Il y avait eu Jean-Baptiste Mondino avec La danse des mots, et parce qu'il était venu à New York et que je lui Ouais. avais montré que ça avait fait marrer. Après, il y a eu 2-3 trucs, mais il y a eu Johnny Go et Destroyman. J'ai jamais entendu ça. Non, non plus. Bah, c'était les premiers entre guillemets vrais, mais en même temps, je restais neutre. On a compris la neutralité. Ouais. Et il y avait pas de gens entre guillemets de notre bande. Or, notre bande, c'était un peu le cœur du système, en tout cas à Paris, pas à Marseille, mais à Paris. Et donc, Assassin, c'était Ok. le premier vrai pied dans la porte qui a été suivi ou précédé, non, suivi, je crois, par la compile Rapatitude. Et puis, à partir de ce Ouais, qui moment-là, était on a vu qu'il y avait gros plein de rama, mecs. Et Mais ils avaient aussi signé sur ce label auquel tu travaillais, La Rumeur, non, aussi à l'époque, c'est ça? La Rumeur, non, moi, je les ai pas vus dans T'étais mon plus coin. là. Non, moi, j'ai la Clica. La Clica, ok. La Clica, ouais. La Clica, tout à fait. C'était un petit peu plus tard. Oui, je me suis occupée de quelques artistes pendant un moment, de Bachung, de Khaled, de un. Et puis, en, Rien que ça. en 94, j'ai eu un deuxième coup de foudre. Après le rap, c'était l'Internet. Internet, ouais. T'étais une des premières personnes à avoir un ordinateur en France, du coup, c'est ça qu'on a. Non, qu'on a avoir un ordinateur, non, mais avoir un accès Internet, on Internet. Un n'était pas, accès Internet. on n'était pas nombreux. Mais déjà, les ordinateurs, il y avait quand même pas beaucoup de gens qui en avaient chez eux non plus. Ouais. Et donc, j'avais l'air un peu... Mais en Angleterre, j'avais pris l'habitude de travailler sur un ordinateur. Donc déjà, quand je suis arrivée chez Universal et que j'ai dit, bah, il me faut un ordinateur, ils m'ont tous regardé, genre, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Toujours en On avance. fait de la Sophie. musique, on n'a pas besoin d'ordinateur. C'est un truc C'est qui me fou. surprend toujours, c'est que tu as toujours eu 8 coups d'avance, tu travailles avec des gens, ils savent ça, et ils captent toujours pas que tu as toujours Ils 8 captent pas. coups Mais d'avance. encore Quoi. aujourd'hui, Encore aujourd'hui, ouais. Ouais, j'en doute pas. encore aujourd'hui, non, non, non. Et explique-nous alors cet amour d'Internet, comment tu sens le truc venir et qu'est-ce qui t'appelle en premier dans ce nouveau phénomène? Alors, j'arrive pas à me souvenir de à quel moment j'ai vu la chose, mais les liens hypertextes, c'était le truc le plus intelligent que j'ai jamais vas-y, vu. je- On a une anecdote sur ça. C'est que ça a été C'est inventé un par un truc de juif. fou Ça a furieux. été inventé par un juif. Ah ouais? Ouais. Ouais. Il a hypertexte. Le lien hypertexte, Ouais. ça a été créé par un C'est juif. très talmudique. Voilà, mais c'est ça vient talmudique. du Talmud, en Ça vient fait. du Talmud. Parce qu'il voulait trouver certains passages, et du coup, il s'est dit, putain, ça serait cool si sur Internet, il y avait un moyen d'aller plus vite pour trouver... Il a créé le lien hypertexte, quoi. Attends, Donc, réexplique. Donc, réexplique juste bien pour les gens qui ne savent pas. En gros, le Talmud, c'est compliqué de naviguer, mais je crois que tu as juste une sorte de bibliographie plutôt, je sais pas, Tu as des sommaire. surcouches dans la même Ouais. page. Tu es à des instants différents, de siècles différents, et en même temps, il y a des liens entre tout. C'est Et ça. donc, c'est en ça que, effectivement, j'ai eu un coup de foudre pour l'hyperlien. Et puis après, moi, j'adore voyager, mais je suis assez paresseuse. Donc, de pouvoir consulter une bibliothèque à l'autre bout du monde, ou je me souviens, j'ai vu un défilé de mode à New York. La vignette était grande comme ça, en noir et blanc. Il n'y avait même pas Google Images à l'époque. Enfin, mais j'ai eu un coup de foudre. Mais pour moi, c'était une évidence, ce Ouais. truc-là, mais vraiment une évidence.
Et puis, comme toujours, c'est comme le hip-hop, quoi. On était une petite bande de, je sais pas, une dizaine, une vingtaine. On se quittait pas. Donc, il y a un qui a décidé de devenir fournisseur d'accès, l'autre qui avait des journaux, machin. On s'est débrouillé. Et puis, moi, j'ai commencé à pilonner chez Universal en disant, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Donc, d'abord, j'ai fait des publicités. Je me souviens, la première pub que j'ai fait, mais c'était la première publicité tout court sur l'Internet français Waouh. pour un album d'Eric Clapton. C'est-à-dire, c'était vraiment de l'argent mis à la poubelle. C'est random ce que tu Clairement. nous racontes. Et la publicité, la bannière. La première de publicité Eric sur Internet, Clapton. c'était Eric Clapton by Sophie Bramley. C'est fou. Ouais. Et mais c'était un très bon copain qui montait cette régie. Il m'a dit, mais j'ai pas de clients. J'ai dit, casse la tienne. De toute façon, à l'époque, ça a dû leur coûter 20 balles. Donc, c'est Oui, bon, c'est pas c'était très pas la grave. quoi. ruine. C'était pas la ruine. C'est énorme. Et après, j'ai beaucoup insisté. Donc, on m'a laissé faire un site pour Barclay. Et puis, il a eu un prix au Japon. Puis après, les gens des autres tabelles ont dit, pourquoi Barclay, pourquoi pas nous? Donc, à l'époque, c'était Pascal Nègre qui dirigeait tout ça et qui m'a dit, bon, alors du coup, vas-y, fais un site pour l'ensemble du groupe. J'ai fait un truc qui était colossal. Il y avait 10 fois plus que ce qu'on m'avait demandé de faire. Mais je voulais que chaque disque soit là avec sa bio, ses liens, ses écoutes, ses machins, ses bidules. Incroyable. Donc, tu as été un vrai web développeur, en fait, quoi, aussi. Ouais. Et dinguerie. après, je me suis pas arrêtée, en fait, grâce à Pascal, qui était assez intelligent. En fait, Pascal Nègre avait il y avait moi d'un côté Ouais. qui l'emmerdait toute la journée, et apparemment, son frère avocat était en stéréo avec moi à lui dire, tu devrais regarder, tu devrais regarder. Donc, il a eu l'intelligence de me laisser faire C'est génial. et de comprendre qu'il fallait que chaque année, je développe des nouveaux trucs et que ça s'étoffe. Et donc, on était un bon labo, on était une trentaine quand je suis partie. Mais j'ai monté une plateforme de MP3 pour signer les artistes qui n'étaient pas encore signés. Donc, ça s'appelait Balance le son. Les gens Oh là là, c'est mais Ouah, des artistes indés qui vous envoyaient leur, ouais, ils pouvaient envoyer des maquettes, démos. leurs leurs démos, ouais. démos. Ouais. Et comme ça, les DA n'avaient plus qu'un seul endroit. Mais évidemment, les C'est DA, vous qui avez créé ça. ouais, C'est fou. mais les DA n'en voulaient pas. Hein. Ah ouais? C'était, bah non, heureusement, il y avait du public, mais les DA, c'était. Donc, j'ai en partenariat. La avec fameuse Emer- ouverture à la française, comme on aime. Et moi, je trouvais qu'il y avait des artistes vachement bien. Donc, j'ai fait un deal avec Énergie. On a développé une émission de télé interactive sur le web où je Génial. faisais dinguerie. jouer ensemble un artiste connu avec un artiste inconnu. C'est fou ça. Ouais, Café du live, ça Fait c'était. du live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devenu connu grâce à ça ou pas? Je sais pas. Alors là, je me souviens absolument pas mais de aucun nom. Déjà, j'ai du mal avec les noms de gens très connus. Ne me demande pas. Non, ça, je sais pas te répondre. Ça se trouve, Patrick Bruel a commencé là-dessus. C'est pas. Je crois qu'il était déjà bien gros. Après Café du live, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait eCompile, premier site de téléchargement légal, où là, j'ai dit, je vais mettre toutes les majeures et tous les indépendants, et tout le monde m'a dit, bah non, personne ne voudra. Je dis, mais s'il n'y a pas tout le monde, les consommateurs, c'est nul pour eux, Bah, bien sûr. il faut qu'il y ait tout le monde. Et j'ai mis tout le monde. Et après, Il s'est passé quoi avec ça? il s'est passé deux choses. La première, c'est que Jean-Marie Messier, qui était à la tête de Vivendi à l'époque, Ouais. était un peu gêné parce que, pour la faire courte, les Américains avaient décidé de monter une énorme plateforme pour 60 millions de dollars qui n'allait diffuser que de la musique universelle. Ouais. Et donc, moi, je devais faire souvent des allers-retours et travailler avec eux parce que la plateforme allait aussi exister en France et en Angleterre. Et il y a eu un jour où je suis rentrée et j'ai dit à Nègre, ça va pas aller. Alors, ils sont en train, à l'époque, on était en bas débit, donc c'était vraiment très très long. Donc, ils avaient envisagé d'avoir ce qu'on appelle un player propriétaire, Mhm. c'est-à-dire développé par Universal, qu'il fallait 45 minutes pour télécharger. Et après, il fallait 15 minutes pour télécharger un titre. Et en fait, toutes les majors américaines avaient la même idée de se dire, on va chacun développer notre plateforme. Mais donc, Un enfer pour le consommateur. Pour le consommateur, mais ouais. c'est juste invivable.
pouvait pas Et un marcher. jour, ils m'ont particulièrement énervée. Ils m'ont fait venir à New York pour une réunion à propos du service après-vente. Ils m'ont dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Je dis: «Ben, je vais mettre un service de mail et on répondra aux gens par mail». «Ah non, il faut une hotline». Je dis: «Mais une hotline, ça coûte 25 euros ou 15 euros, je ne sais pas combien c'était, mais c'était très cher l'appel. Et nous, on vend les titres 99 centimes. Ouais, Comment ça a vous aucun voulez qu'on sens. s'en sorte?» «Ah non, 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 il faut». Et donc là, je suis rentrée, j'ai dit à Pascal: «Ça suffit, hein, on arrête les conneries». Et on a monté cette plateforme. Et donc, ben, il fallait expliquer que e-compile, qui est allé beaucoup plus vite à être, parce que nous, Développé, à être développé, à être en ligne, à avoir tellement de catalogues et tout ça, c'était hyper gênant d'avoir investi 60 millions de dollars Tu là-bas. C'est un peu m'étonnes. comme Yo. Donc on m'a dit, bon, on va dire que toi, c'est juste expérimental. Ah, putain. Et donc, comme par ailleurs, peu de temps après, Apple a débarqué avec l'iPod. T'as Et écrit que, iTunes avant iTunes en vrai. oui, mais du coup, eux, ils ont cassé les prix et Ouais, c'était, enfin, c'était c'est fini. juste que nous, on payait 25% de TVA, eux, 0 ou Bah, c'est ça. 3%, et donc c'était fini, c'était foutu. Et je suis partie pas très longtemps après parce que ça commençait à devenir Ouais. emmerdant. Après, tu disais Mais tu- 99 cents, c'était le même prix sur. Non, en fait, j'ai dit 99, mais c'est eux qui ont vendu 99 et nous, on était à 1,25. Ah ouais. 1,25. Ouais. Donc là, tu parlais de téléchargement légal, mais du coup, tu t'es aussi intéressé au téléchargement illégal quand tu étais chez Universal. Et tu te penchais beaucoup sur les histoires de mots-clés. Ouais. Et avec ça, tu es tombé dans une nouvelle obsession, un nouveau sujet encore, qui est celui de la pornographie, où tu t'es rendu compte que les femmes avaient beaucoup de mal à se retrouver. Et donc là, ça t'a ouvert encore un nouveau sujet. Tu veux nous en parler un peu? Oui, bah, c'est arrivé conjointement parce que Mhm. la vie est toujours très bien faite. Donc, d'un côté, moi, on me demandait de faire de l'argent et de me taire et d'arrêter d'être créative, ce qui est quand même la base de ce que je sais faire, et non pas de gagner de l'argent, ce que Ouais. je ne sais pas faire. Et du coup, oui, au même moment, je recevais tous les mois les tendances de mots-clés que les gens recherchaient le plus pour tâter. C'est toi qui avais demandé à avoir ça? Oui, mais c'est normal. Non, mais Je sais ça pas. fait partie de mon job de Ouais. l'époque. Il fallait bien que Il faut être au courant des tendances Ouais. Et de donc, consommation. il y avait toujours 2 mots-clés en tête du trafic mondial, et pas que français. C'était soit sexe, soit MP3, puisqu'à l'époque, le téléchargement pirate était un gros truc. Et c'était un mois l'un, un mois l'autre. Voilà, donc je savais que, en gros, le sexe, c'était 50% de l'Internet mondial, le 50% du trafic. Ouais. Et un jour, j'ai cherché un truc et j'ai vu que c'était un monde d'hommes et qu'il n'y avait rien de fait pour les femmes. Et à nouveau, telle Jeanne d'Arc, je me suis dit, ben, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai profité d'en avoir marre d'un côté pour aller voir de l'autre si j'y étais. Et j'ai monté une boîte qui s'appelait Sophie Productions. Et dans Sophie Productions, j'ai monté un site qui s'appelle toujours, il est toujours là, même s'il n'a plus la même tête, qui s'appelle Second Sexe, en hommage à Simone de Beauvoir, Beauvoir. pour ceux qui hésitent. Gros shout out. Voilà. Et donc, c'était un magazine, mais plutôt haut de gamme, Ouais. d'essayer de penser beaucoup de choses autour du désir féminin. Un magasin, donc je vendais, pareil, des produits très haut de gamme. Mais je voulais plus, donc j'avais fait enregistrer des passages de textes de livres érotiques, Ah, des grands rappeurs français. entre autres, oui. Joe Star, mais Karine Viard, Ouais. mais je sais plus, j'avais fait faire Il y avait pas un plein. truc Ariel Dombal, ou je sais plus. Ça, c'était un Alors film, ça. Ariel, c'était un film. Ouais. Je sais plus. Enfin, en tout cas, j'avais fait un petit catalogue de littérature érotique classique, Ouais. lu, parce que d'abord, c'est des textes sublimes, mais lus par des... En fait, ce que je voulais, moi, mon obsession, c'est toujours, entre guillemets, le middle class. On s'occupe toujours des gens aux extrêmes, mais la frange principale, elle est au milieu. Et donc, ça veut dire que beaucoup de femmes n'osent
n'osent pas, ne savent pas, ne vont pas aller dans des univers trop extrêmes. Et que Ouais. moi, ce que je voulais, c'était proposer un truc rassurant. Qu'est-ce qui est Ouais. rassurant? Si Karine Viard a enregistré un texte, c'est que ça va, je peux l'écouter. Si Ariel Dombal a fait un film, c'est que ça va, je peux le regarder. Ouais. Mon idée, c'était de Safe place. trouver, ouais, exactement, donc des grands auteurs, des produits de luxe, un environnement un peu intello quand même, Ouais. mais esthétique, rassurant. Après, c'était aussi pour briser justement l'image qu'avait Mais c'était l'érotisme, à le l'inverse du porno, quoi. porno. Après, il y a Ouais. eu un truc qui a été une vraie catastrophe pour moi, qui m'a coûté très cher, c'est que moi, je venais d'un web normal. Ouais. Et donc, je savais extrêmement bien comment faire fonctionner, acheter les mots-clés, référencer, etc. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Monsieur Google, dans sa grande mansuétude, a coupé le monde en deux. Et donc, il y avait les mots-clés qu'on avait le droit d'acheter quand on était dans un monde normal, et les mots-clés qu'on avait le droit d'acheter dans le monde du cul, anormal, ghettoisé. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais des mots qui rassurent les femmes. Donc, je voulais pouvoir acheter les mots-clés de caresse, de désir, de je sais pas, C'est des hyper mots intéressant. rassurants. Et en fait, j'étais dans la catégorie où j'avais juste le droit d'acheter enculé, salope, enfin, des mots clairement Moyennement porno rassurant. Ouais. Moyennement rassurant, du coup. oui, Violent. voilà, clairement à destination des hommes et Ouais. clairement et vraiment, je connaissais très bien les gens de Google à Paris. J'ai été les voir en leur disant mais c'est pas possible ce truc machin. Ils m'ont dit mais nous on peut rien faire. C'est même pas en France, c'est en Irlande pour toute l'Europe. Il y avait un bureau Google en Irlande qui gérait le cul et c'était comme ça et c'était pas autrement. Donc d'un point de vue marketing, ça a été hyper C'est ça, compliqué c'est pour moi. l'incidence du coup quand on parle de mots-clés, c'est de dire que du coup ton site pouvait pas remonter dans les recherches. En fait, Si tu mettais mais caresse, c'est des choses, l'histoire de des mots ma soft, vie. c'est ça. C'était l'histoire de ma vie, c'est que je rentre jamais dans les cases. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, je ne suis pas rentrée dans les cases. Et du coup, Mais tu l'as fait quand même. Je l'ai fait quand même, mais ça m'a coûté Ça t'a coûté, très ouais. cher. C'est-à-dire que j'étais obligée de faire des choses d'envergure pour être visible et que ça Ouais. coûtait 10 fois plus cher et que du coup, bon, c'était compliqué. Mais après, il y a eu de toute façon d'autres problèmes avec l'affaire DSK, le monde a changé. Mais c'était un truc imprévu, ouais. Ça m'a pénalisée. Ouais, je comprends. C'est marrant parce que du coup, toi, je pense que pendant longtemps, tu t'es définie en tant que féministe. Tu as fait beaucoup de choses qui allaient dans ce sens-là. Et en même temps, tu as beaucoup œuvré dans le hip-hop. Et comment est-ce que tu ferais comprendre à des gens qu'on peut être en même temps féministe et vraiment fan de hip-hop? Il n'y a qu'à regarder l'histoire des femmes dans le hip-hop. Ça résume parfaitement l'équation. Elles ont commencé très invisibles. Elles avaient des vêtements baggy, des gros jogging, béjas, informes. Le corps avait disparu. Et, et plus le hip-hop s'est transformé, parce que au début des années 80, les textes étaient centrés autour de l'ego, mais ça s'arrêtait là. Ouais. Et quand, au début des années 90, ça a changé, enfin fin 80 avec NWA, Ice-T et quelques-uns, mais vraiment au décollage de MTV US, Ouais. c'est devenu affaire de pognon. Mm. Qui dit affaire de pognon dit ah ben je développe mon ego et je montre que j'ai du pognon, que j'ai des bagnoles Du et que j'ai pouvoir. des gonzesses. Et du coup, les- Ouais. Et donc, il y avait un mot qui était assez atroce pour parler des femmes dans les clips, Ouais. très à poil, c'était qu'on les appelait des props. Une Waouh. prop sur un tournage, Un c'est accessoire. un accessoire. Donc, c'était vraiment violent. L'objectification des femmes directe. Ouais. Et en fait, elles ont été hyper intelligentes. C'est-à-dire que, la première, moi, qui m'a vaccinée, c'était un peu plus tôt. C'était une gosse de 14 ans qui s'appelait Roxane Ça me Chantet. chantait. Bon, elle était démente. Elle avait un bagou. Elle mettait tout le monde au carré. Vraiment, une histoire à elle toute seule. C'est une jeune fille genre, qui a 14 ans qui faisait des diss tracks sur des gros rappeurs à l'époque. Qui a Quoi. un appareil dentaire et qui Ouais. sortait du collège. Et qui a arrêté l'école et qui s'est retrouvée à 14 ans. Elle s'est acheté une Cadillac et un manteau de fourrure, mais elle n'avait pas le droit de conduire. Elle était assise dans sa Cadillac.
C'est vraiment des histoires énormes. Iconique. Mais après, si je fais succinctement, il y a eu Salt and Pepper Ah, extraordinaire. qui ont commencé à mettre des couleurs, à montrer leur Let's talk corps about sex. et à parler de sexe. Alors d'une façon, entre guillemets, plus santé que cul, mais Ouais. quand même, C'était nouveau. ouais. Et puis, il y a eu Foxy Brown, et puis il y a eu Lil Kim, Lil et Kim, puis il y a ouais. eu Nicki Minaj, et puis il y a eu Cardi B, et en fait, au fur et à mesure que les textes des mecs les objectifiaient et les trachaient dans le... Enfin, je sais pas si on a le droit de dire ce qu'on veut ici. Tu Ouais, dis ce que tu veux. Bon, par exemple, dans NWA, il y avait un texte, c'était la première fois que j'entendais un truc aussi cru. Je sais plus quelle chanson c'était. Peut-être c'était Easy. No Vaseline. She's got more crabs than a seafood platter. I may be a womanizer, but I'm no pussy eater. Waouh. C'était vraiment hardcore. Pas très sex-positif, ça. Non. Et du coup, plus ils ont été dans ces voies-là, qui étaient, à mon avis, des voies marketing, hein, c'est juste que ça excitait les ados qui achetaient encore Bien plus sûr. leurs disques, plus les filles ont commencé à parler, à exhiber leur corps et à parler de leur sexualité et à pousser le bouchon toujours un petit peu plus loin pour mettre les mecs en face de... Pour se réapproprier aussi un narratif. Oui, mais si tu... Pardon, puisque j'ai le droit de dire ce que je Bah veux, oui, je le dis. Vas-y. Mais si en gros dans ton rap tu dis que je suis pas une bonne bitch si je fais pas tel ou Tel tel chose, truc, ouais. ben moi je vais d'abord t'expliquer pourquoi toi t'es un mauvais coup. Ouais. Et pourquoi toi tu me lèches pas si tu veux que je te fasse une pipe et ben t'as qu'à me lécher. Mais je sais pas, que des trucs comme ça, il y a eu une sorte de négoce Ouais. de trac à trac et qui n'a pas arrêté de progresser jusqu'à, à mon avis, Cardi B, qui est vraiment un très bon exemple de jusqu'où on peut aller. Et en fait, aux États-Unis, ça s'appelle le sexpowerment. Ouais. C'est que si tu prends conscience de ton désir et que tu l'exprimes, moi, pendant toutes mes années féministes, c'est ce que j'essayais d'expliquer défendre, aux ouais. femmes. J'ai dit, mais si vous ne demandez pas à votre partenaire de faire exactement ce que vous voulez sexuellement, comment vous voulez après arriver au bureau et dire je veux tel salaire, je veux tel poste, je veux tel machin? C'est pareil, vous n'y arriverez pas Ça plus. commence dans l'intime, quoi. Bah oui, soit je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et que ça soit à la maison ou au travail, je l'exprime de la même manière. Et ici, c'est En France, peut-être une culture trop chrétienne. Les anglo-saxons sont protestants, c'est pas pareil. Mais c'est difficile pour les femmes ici. Alors que là-bas, le sexpowerment, c'est acquis pour plein de femmes et plein de rappeuses, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des débats féministes sur le sujet. Effectivement, il y a des féministes qui pourraient tendre à dire que quand même toute cette sexualisation du corps des femmes est problématique, même si ces rappeuses-là elles le font évidemment très souvent pour se réapproprier une forme de pouvoir. On pourrait imaginer, et on pourrait se dire, à force d'avoir ces représentations-là dans nos médias, ça peut contribuer à l'objectification de la femme d'une certaine manière aussi. Mais en fait, C'est pas forcément mon avis, mais je sais qu'il y a des moi, féministes c'est qui pas pensent du comme ça. tout mon avis. Mais je sais pas si on rentre dans le débat. Non, mais je fais exprès. Ouais. Ça m'intéresse que tu défendes le truc. Bah parce que, en fait, je vais prendre un exemple qui me concerne. En photographie, les hommes photographient le corps. Soit ils sont homosexuels et ils ne s'intéressent qu'au corps des hommes qui glorifient, soit ils sexualisent le corps des femmes. Ok, donc c'est très genré et chacun fait selon ses goûts sexuels. Ouais. Du côté du féminin, qu'est-ce qui se passe? Les femmes photographes, qu'est-ce qu'elles font? Elles photographient le corps des femmes. Et elles ont l'impression que parce qu'elles prennent des corps non stéréotypés ou parce qu'elles leur donnent une attitude un petit peu plus... moins dans le désir, moins dans le... Ouais. Voilà, moins soumise avec des yeux de biche, que c'est ça l'empowerment d'une femme. Moi, l'empowerment d'une femme, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller photographier le corps des hommes. Je l'ai fait l'année dernière. Ça s'est très mal passé. Mal passé? Ben, en fait,
Mais en fait, personne ne voulait du bouquin. D'accord. Non, mais Sophie. Est-ce que c'est réellement surprenant, Sophie, arriver à ce point-là de l'histoire non, mais bien évidemment, les femmes ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait ça. Elles sont habituées à regarder le corps des femmes, mais pas celui des hommes. Mais c'est fou. Les hommes vrai. gays, moi j'avais choisi des corps non stéréotypés. Ah, t'avais pris toutes donc- sortes d'âmes, ouais. Bah oui, donc ça répondait pas à leur attente. All men. Et les hommes hétéros, encore moins. Donc voilà, on est resté Bah, avec le peut-être bouquin tu feras sous les bras. une expo. Moi, je suis preneuse dans- de ce bouquin. Ouais, j'ai envie de voir. Je pense C'est qu'il y cool. aura peut-être une expo en institution. Et là, les gens se diront. Dans waouh, 100 ans, quand je serai morte. 120 ans. 120 ans. 120 d'accord. ans, 120 ans. Juste pour D'accord. continuer un tout petit peu sur cette question, plus du corps et de la sexualisation, mais vraiment de ce que c'est d'être une femme plutôt dans l'industrie Ouais. du hip-hop, parce que là, on a parlé des artistes et de leur image, mais peut-être dans les coulisses. On sait que pour certaines artistes, voire pour certaines femmes dans le milieu, ça a pu être compliqué, que c'est un milieu quand même très sexiste. Est-ce que toi, t'en as souffert ou pas? Et si c'est pas le cas, tant mieux. Je te le souhaite pas. Je n'ai jamais souffert du sexisme. Jamais. Mais c'est un petit peu comme la phrase de Mark Twain. Ce truc de ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ouais. Moi, je l'ai fait parce que je ne m'étais jamais posé la Posé la question. Et que, après, j'ai été élevée par mon père et pas par ma mère. Donc, peut-être que ça a joué aussi. Mais Sûrement, ouais. Mais en gros, je ne suis pas intimidée par la présence des hommes. Je ne vais pas Tant me mieux. taire parce que je suis avec des hommes. Par ailleurs, c'est vrai que ma carrière professionnelle, elle a commencé pendant pas mal d'années par la photographie. Quand on a un appareil photo et un objectif acéphalique, on a le pouvoir, mais on a le pouvoir. Et j'ai photographié beaucoup d'hommes plus que des femmes dès le départ. Bien sûr, ouais. Donc voilà, je suis rentrée par un prisme où j'ai un peu échappé à tout ça. Mais c'est vrai que pour avoir monté une association féministe à un moment donné de ma vie et avoir accompagné pas mal de femmes dans des ateliers, machin, quand je les voyais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais c'est marrant parce que c'est un peu un fil rouge dans ton parcours, c'est que tu t'es jamais posé la question de qu'est-ce que les gens ont pensé, qu'est-ce que les gens attendent. Tu t'es dit, je sens le truc, je veux faire le truc. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais. L'opinion des gens, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais Tu perds pas de temps avec ça, quoi. en fait, je suis très tournée vers l'avenir. C'est vraiment le devenir des choses qui m'intéressent. Et c'est vrai que en France, parce que je dirais pas ça chez les anglo-saxons, en France, non seulement on est resté kéblo sur la Révolution française, mais en plus, bah oui, Rester Kevo sur la. Ouais, non, mais Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas entièrement faux, hein. mais en plus, on a une langue qui nous oblige à aller tout le temps en arrière. Si tu écris en français, il faut tout le temps que tu repartes au début de ta phrase pour savoir comment accorder les mots. Accordé, ouais, c'est vrai. Alors que l'anglais, il va tout droit. Donc moi, c'est vrai que C'est fou. quand je suis rentrée en France dans les années 90, j'ai travaillé 10 ans non-stop avec des anglo-saxons. C'était hyper dur pour moi Tu m'étonnes. De revenir à. de revenir au français parce que du coup, tout est lent, prendre des décisions, c'est compliqué. Ah là là. On a dit oui, mais on va Pardon, refaire hein. une Faut être d'accord. réunion pour voir si on sera toujours d'accord avec nous-mêmes dans 15 jours. Et voilà, et ce truc de toujours revenir en arrière, pour moi, il est dicté par notre langue. Et j'ai eu vraiment du mal à retravailler avec la France à cause de ça, à cause de ce truc de tout le temps repartir en arrière qui m'insupporte, qui est le contraire de ce qui m'intéresse dans la vie. Moi, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Ce qu'on a fait hier, on ne peut plus rien changer. C'est fait, c'est fait. Est-ce que c'est toujours un peu comme ça pour toi ou pas? Ouais. Ouais. Je pose une question, Gabriel va me tuer, une question débile. Vas-y. C'est quoi ton signe astrologique? Oh, yes. Mais non, vas-y. Parce que juste, ça me fait trop rire que tu. Cancer ascendant taureau. Ok. Ah, je savais. Non, je savais pas. Ok, non, quand t'as dit ça, je me suis dit, ok, on est sur une bélier là, mais en fait, Ou non. bélier, je sais Bêta pas. corne, tout ce genre de Bon, choses. bêta Ouais. Ok, corne, bon, je suis pas du tout ascendant astrologue, bêta mais corne. j'ai Moi I non had a plus. guess. Ok, pardon. pour Non, mais cette lâche-toi, digression. vas-y, on y va pour ça. Hein. Je vais parler d'un sujet beaucoup moins gai, j'en suis un peu désolé. On parlait de féminisme et ce genre de choses. Toi,
je, je sais que c'est un peu plus dur pour toi aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui a un peu retourné le monde du féminisme, c'est, en tout cas pour les femmes juives, c'est le 7 octobre. Est-ce que tu peux parler un peu de ton rapport avec le féminisme aujourd'hui et Bah, heureusement pour moi, j'avais rompu les ponts avant le 7 octobre. Donc, je suis tombée un petit peu moins haut, mais je suis quand même tombée de très haut. Ouais. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de choses pour les femmes. J'ai monté un think tank qui était vraiment bien avec des gens brillantissimes. Et après le think tank, je me suis dit non, mais il faut rentrer dans le concret, il faut aider les gens plus au quotidien, machin. Donc, j'ai monté une association. Ouais. Et on a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas mal d'ateliers, je sais plus ce qu'on faisait, mais enfin, on faisait vraiment beaucoup de choses. Et on était quand même 4000, ce qui est pas mal. C'est énorme. Et, C'est énorme, ouais. et puis un jour, il y a eu un clash, je sais même plus ce que c'était la connerie, mais il y a un clash énorme. Et ce jour-là, je suis lente. Sur certaines choses, je suis très lente. Et donc, j'ai été obligée de voir que, en fait, c'est comme la société, tout est clivant. Donc, les jeunes n'aiment pas les vieilles, les bourgeoises n'aiment pas les prolos, il y a les religions, les races, les âges, les couleurs de peau, les classes sociales. Ça ne s'entend pas. Et donc, j'ai violemment fermé le truc du jour au lendemain en disant maintenant ça suffit. Et ce truc m'a écœurée de me dire qu'entre femmes, il n'y avait pas l'ombre d'une solidarité si on n'était pas les mêmes entre nous, dans un entre-soi. Alors du coup, c'était pas la peine que je perde mon temps plus longtemps. Ouais. Et donc, ça a été un truc. Après, je veux pas dire ça que des femmes, parce que c'est un truc de notre époque. Ouais. Notre époque, et je sais pas où on va aller avec ça, c'est vraiment pas terrible, mais il y a un historien que j'adore qui s'appelle Christopher Lasch qui avait sorti un livre fin 70, début 80 pour parler du narcissisme Notre époque. de notre époque, Ouais. qui s'est au-delà d'accélérer depuis Ouais. les années Ça, je pense, 80. ouais. Et le problème des narcissiques, en tout cas des pervers narcissiques, qui ont l'air d'être de plus en plus nombreux, puisqu'on parle beaucoup, beaucoup d'eux, c'est que leur système de fonctionnement, c'est de s'afficher en victime. Et comme ça, c'est tout le temps de la faute des autres. Et ils arrivent à convaincre les autres d'être coupables de leur état. Ouais. Quand le 7 octobre est arrivé, j'étais déjà tombée de haut. Je suis tombée de très, 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 très haut, parce que là, c'est au-delà de tout. Je n'ai même pas de mots pour en parler, en fait. C'est quoi de décider que si des femmes sont d'une certaine religion, elles sont moins femmes que les autres, et c'est pas grave de les violer. Donc, je n'ai aucune solidarité avec le mouvement féministe actuel, c'est-à-dire celui qui occupe les médias. Il y a plein de mouvements Bien sûr, il y en a féministes d'autres. et tout ce qui touche autour du sex powerment qui existe encore ici ou là, je suis bien évidemment Bien toujours sûr. aussi adepte, mais je ne peux même pas m'exprimer. On n'a pas le droit de faire entendre une voix divergente aujourd'hui. Donc ça, je m'en remettrai jamais et je ne pardonnerai jamais d'avoir mis les femmes du festival Nova dans une case à part de non-femmes, de statut de non-être humain, de non reconnaissable d'un crime épouvantablissime. Je pardonnerai jamais. Bah, on est bien On est d'accord. plutôt Moi, sur, j'ai été à ouais. une des premières. J'avais pris l'habitude, pareil, j'étais assez. Bon, j'ai pas vu tout autant de choses que toi de mon jeune âge, mais j'allais souvent aux manifestations qu'il y avait tous les ans organisées par nous toutes, qui était une manifestation contre les féminicides. Donc, j'avais l'habitude d'y aller tous les ans. Et celle qui a eu lieu juste après le 7 octobre, j'y suis allée avec un cortège de femmes qui étaient là pour rappeler la mort toute récente et le viol de toutes ces femmes juives. Ouais, Et bien on sûr. a vécu un moment très bizarre, puisqu'en fait, on a été, malgré nous, un peu à l'écart du cortège, parce que de part et d'autre nous attendaient des gens violents, en fait. Dans une manifestation contre les féminicides, il y avait des hommes cagoulés qui nous attendaient, alors qu'on était en train de marcher, de crier pour en fait juste dénoncer la mort et le viol de femmes israéliennes qui venaient de mourir.
parce qu'elles étaient israéliennes et parce que nous, on défendait la vie de ces Israéliennes, et donc ces femmes juives, hein, parce que c'est surtout ça le sujet, on n'a pas pu occuper l'espace public, comme tout le monde. Mmh. Et il y avait des hommes violents. Donc c'est exactement ce que tu décris, et ça a été un... Mais il y a des femmes aussi violentes. Et bien sûr, Bah bien oui. sûr. Et d'ailleurs, c'est plus... Enfin non, je ne saurais pas trop faire de Peu importe, comparaison. Il y avait les c'est deux. pas genré. Hein, Il y avait les... c'est C'est pas vraiment... genré, il y avait les non. deux. Et ça a été d'une violence sans nom enfin, pour moi et pour toutes les femmes qui étaient là. Et je pense que c'est impossible depuis pour nous d'aller mettre les pieds dans une marche Pour nous, c'est féministe. dur parce que c'est des mouvements sociaux qui nous parlent. Et qui nous ont toujours parlé. Et ça nous fait de la peine parce qu'on a perdu des amis qu'on a vu tenir des positions, des gens qui soutiennent des gens qui ont essayé d'agresser votre cortège et tout. Ouais. Mais bon. Au-delà de ça, T'as du mal à recoller après. Hein. Non, mais c'est Non, mais dur, c'est c'est dur, dur c'est d'y dur. réfléchir. Moi, par Évidemment, exemple, c'est dur. c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'antisémitisme à cause d'un anti-Israël primaire, en fait, de la part de gens qui mettent un peu tout confondent un peu tout, en fait. C'est pas forcément que de la haine, c'est aussi beaucoup d'ignorance. Et Mais c'est c'est vrai que... une ignorance qui est bien alimentée par tous ceux qui... Par la propagande. Ah bah oui, oui. Il y a des forces ennemies qui font Bien un leur gros chaos travail. en Europe. Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, nous, ça nous fait énormément de peine parce qu'on est des jeunes juifs dans les milieux artistiques et c'est pas facile, quoi. Yes, Mais fin du Grosse- podcast. Non, je rigole. Grosse ambiance, grosse ambiance. Je rigole, je Non, rigole. après, c'est pas terrible de dire ça comme ça, mais tant pis. L'avantage d'être juif, c'est que ça fait 5 000 ans que ça dure. Donc, non, mais ce système-là fait qu'on est toujours obligé de chercher un coup d'avance, D'aller de l'avant. de rebondir, de foncer. C'est ce qui fait qu'on est différent. C'est cette haine permanente et cette envie de nous tuer qui existe depuis si longtemps, qui, à force, nous a presque donné un bagage. Bien sûr. On dort jamais sur nos 2 oreilles, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Donc autant s'occuper avec de l'art, de la culture, autant créer, autant raconter des nouvelles histoires. En tout cas, nous, c'est comme ça que... C'est pour ça qu'on a créé ce podcast, en vrai. C'est pour ça qu'on tu a vois, créé le Midrash, Ouais, même en mais, global, tu vois. Après, je pense que aussi, moi, je suis très intéressée par l'utopie. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Internet, c'était ça pour moi. L'Internet, le Web.1, il était l'utopie. Après, ça a été dévoyé, mais le hip-hop, c'était une utopie aussi. Mon féminisme a été une utopie. Moi, je pense que les utopies, c'est ce qui nous propulse vers l'avant. Et je crois que nous, juifs, on est tellement haïs tout le temps, quelle que soit l'histoire, et même s'il y a des moments de répit, qu'on est tout le temps en train de chercher des nouvelles utopies pour espérer qu'à un moment donné, ça s'arrête ailleurs. C'est vrai. Donc- C'est pour ça qu'on voit des gens comme Léon Blum qui sont essayés de l'aller chercher, comme Simone Veil. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans notre peuple. Mhm. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont fait des choses tellement incroyables dans une population qui est si petite, 15 millions de gens à l'échelle de la planète, c'est infinitésimal. Mais on continue à être mu par ce truc-là qui fait que du coup, on est toujours obligé de se fatiguer un peu plus que les autres. Ouais, c'est cette Voyons-le comme un résilience. avantage, tant que ça dure. Et il y avait un sujet assez dur, je ne sais pas si tu veux évoquer ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, Joséphine? Bah, tu nous dis si tu veux l'aborder. On Et voulait parler si- de l'attentat. Non, mais de bien Charlie sûr qu'on Hebdo, va de l'aborder. ta- On de a ta parlé du 7 octobre, on peut parler de ma Bien cousine. Oui. Ma cousine, c'était les prémices de la même chose. Je trouve qu'il y a un truc beau, c'est que en même temps, ça a l'air d'avoir été extrêmement dur pour toi, mais ça t'a aussi reconnecté avec tes racines. C'est ça. Tu as fait une sorte, enfin, pas une sorte, un documentaire avec Delphine Orvilla sur la peau des rosiers. Est-ce que tu peux me parler du coup de cette période de ta vie, expliquer un tout petit peu ce qui s'est passé quand même? Oui. Moi, je n'ai pas partagé du tout l'avis du reste de ma famille. Donc, ma cousine psychanalyste avait Charlie Hebdo dans son cœur et elle écrivait des petits billets pour eux régulièrement.
Et apparemment, elle était tenue d'aller aux réunions de rédaction chaque semaine. Et c'est arrivé donc l'attentat est arrivé pendant la réunion. Elle est très grande gueule. Donc, il est possible qu'elle se soit levée et qu'elle ait gueulé quand les types sont arrivés. Mais enfin, ils ont dit qu'ils ne tueraient pas les femmes et ils n'ont tué aucune autre femme que ma cousine. Et je me suis mis en tête, à tort ou à raison, que c'était parce qu'elle était juive. Il se trouve qu'après, il y a eu l'hypercacher et ça m'a. Et il y a eu Montrouge où ils n'ont pas réussi leur coup, mais qui était aussi à côté d'une Ça école. t'a conforté dans l'idée que c'était clairement motivé, Non, quoi. mais moi, je voyais un cheminement et je voyais une histoire contre les Juifs qui allait d'un endroit à un autre. Ouais. Et du coup, mon ressenti, c'était ça. C'était que elle avait été la seule tuée parce qu'elle était juive. Et du coup, il y a eu deux choses. D'abord, son enterrement. Il y avait pas mal de gens qui sont venus parler parce que c'était un moment, entre guillemets, historique. Et entre autres, Delphine Orviller, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu de ma vie. Et pour cause, le judaïsme, jusqu'à ce jour-là... Delphine Orviller, qui est rabbine. Là, je crois que ton public est au courant, non? Je préfère. C'est On vrai. est un T'as raison, t'as podcast raison. thé noir. A priori, Très probablement, ils le savent. on en parle dans tous nos épisodes. Ok, j'arrête. Pardon. Et donc, le discours de Delphine était vraiment dingue. D'abord, c'était fou. On avait l'impression qu'elle la connaissait. Elle disait des choses hyper pertinentes, hyper intelligentes, hyper... Donc, je suis repartie avec une forme de reconnaissance pour quelque chose qui était totalement indigeste et auquel elle avait réussi à accorder une petite dose d'humanité à quelque chose qui n'en avait vraiment pas. Ouais. Et puis, je bouillonnais. Moi, à cette époque-là, j'habitais dans le Marais, rue du Plâtre, juste à l'angle de la rue des Rosiers. Et ce qui m'interpellait, c'était de me dire, mais rue des Rosiers, il y a évidemment beaucoup de juifs, mais il y a beaucoup de gays, Ouais. il y a beaucoup de rebeux qui viennent manger des falafels, Ouais. il y a beaucoup de gens de la mode. C'est hyper hybride et il y a une cohabitation géniale. J'ai jamais vu de problème pendant toutes les années Ouais. où j'ai habité là-bas. Et donc, je me suis dit, un petit peu fidèle à moi-même, regardons les invisibles qui sont les plus nombreux mais dont on ne parle jamais. Je veux faire un documentaire sur à quel point cette rue typiquement juive est un lieu de passage totalement hybride. Et c'était drôle d'ailleurs parce que je voulais que Delphine parle dans le documentaire, mais ça n'avait aucun sens. Elle n'avait pas de lien avec la rue des Rosiers. Il n'y avait que Pauline Beb qui habitait la rue, donc j'étais logiquement allée la voir. Et elle est adorable et intelligente. Elle a tout de suite très bien compris ce que je voulais. Elle m'a dit oui. Mais le hasard a fait que je crois que j'avais commencé à faire le docu, mais quelques temps plus tard, un matin tôt, je vois Delphine Orviller seule à une terrasse de café et fou. Je me suis installée à sa table. Et bon, alors voilà ce qui se passe. Et je vais tout raconter. Et je lui ai dit, mais voilà, j'ai demandé à Pauline, mais en fait, moi, c'est tout ça autour de ma cousine. Donc, je voudrais vraiment que ce soit vous. Et elle m'a dit, mais bien sûr, de toute façon, moi, j'habite au passage du Trésor, où je ne sais plus où elle habitait à l'époque. Donc, le Marais, c'est chez moi aussi, machin, rien. Et du coup, j'ai pu le faire avec elle. Et comme tout ça a été pour ma cousine, c'était plus satisfaisant pour moi. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de l'épisode, c'est que vous êtes extrêmement vaillant. On l'a dit, tu as toujours un coup d'avance, tu t'intéresses toujours aux choses, aux marges en fait, avant les autres. Qu'est-ce qui t'inspire autant dans les marges et ouais, qu'est-ce qui t'inspire autant dans les marges? C'est Faire vite. bizarre parce que les marges, mais je m'intéresse aussi beaucoup Au milieu, tu au dis. Ouais. milieu. Mm. En fait, ce que j'aime dans les marges, c'est l'émergent, comme son nom l'indique.
comme je suis tournée vers le futur, autant aller plus vite vers le futur en regardant ce qu'ils font et en essayant de le propulser. Mais je suis vraiment quelqu'un de... je sais pas comment le dire, mais je n'aime pas du tout les extrêmes. Je sais comment je peux le symboliser. Quand j'étais enfant, mes parents ne s'entendaient pas du tout. Ils ont divorcé, j'avais 8 ou 9 ans. Mais les quelques années qui ont précédé, le dimanche, quand ils étaient encore au lit, j'allais dans leur lit et à l'époque, les gens avaient des polochons, une espèce de long coussin comme ça. Et je leur disais tout le temps, enlevez votre polochon, c'est moi le polochon. Et je voulais me mettre à la place du polochon parce que j'étais déjà dans Tu veux ce rassembler. truc de rassembler. Et toute ma vie, j'ai poursuivi ce même truc de rassembler et d'essayer de se projeter dans un futur, dans une idée d'amélioration. C'est pour ça que les utopies mouvement. me sont chères quand je les croise. C'est que c'est toujours l'idée d'amélioration qui est un truc de juif. Dans ta signature de mail, d'ailleurs, il y a été écrit un truc, toujours en mouvement ou quelque chose comme ça. C'est vrai que ça résume bien qui tu es. Et je pense que notre dernière question pour clôturer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu es quelqu'un qui est jamais rentré dans aucune case, qui a eu plein de casquettes. Gabriel et moi, on en parle souvent. On est très inspirés par ça parce que nous aussi, on a du mal à rentrer dans des cases et on a plein de casquettes. Toi, tu nous montres qu'on peut être photographe, journaliste, écrire des livres, avoir un think tank, gérer du marketing, créer, faire des films. Être web designer. Être web designer, c'est quelque chose... Ouais, c'est vrai ça. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus dans notre génération, mais qui est quand même difficile à assumer encore chez nous, les jeunes. Je sais pas comment nous décrire. Bref, si tu avais un conseil à nous donner à ce niveau-là, ce serait quoi? Je sais pas, parce que la différence entre votre génération et la mienne, c'est que vous êtes hyper prisonnier des réseaux sociaux. Ouais. Que là, c'est des tunnels d'algorithmes, mais serrés, où on ne répond que par oui ou par non, like ou dislike. C'est hyper compliqué. Et avoir la force de dire je m'en fous, je m'affranchis de tout ça, je sais à quel point c'est difficile. Donc, j'en sais rien. J'aimerais pas être à votre place de ce point de vue-là. J'étais sûr que tu allais dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux Moi, que j'ai je dise? insisté. Non, mais parce Je voulais que... savoir. Mais comme moi, je rentre dans aucune case, c'est pas grave. Tu le vis très bien, quoi. Je le vis très bien, mais parce que j'appartiens aussi à une époque où Ouais. il y avait plus de permissivité. Il Ouais. n'y en a aucune aujourd'hui. Donc, le seul bagage intéressant que vous avez pour vous en sortir, c'est le fait que vous êtes juif et que de toute façon, vous ne rentrez pas vraiment dans les cases. Donc, habituez-vous. C'est noté. Merci beaucoup, Sophie, pour cette Sophie, interview XXL. On a beaucoup apprécié. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On espère que vous avez appris autant de choses que nous. Normalement, si vous avez plus de questions que de réponses, c'est un bon signe. N'hésitez pas à vous abonner à nous sur votre plateforme de streaming préférée et nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode avec un artiste juif du futur. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce projet possible. Un podcast produit par Tenoa, enregistré chez Mumbo Studio avec une musique d'Etienne Soul. Bisous!